Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Merci de nous retrouver comme chaque matinée dans votre espace Bonjour d'Algérie. Nous sommes donc le lundi 27 avril. Nous aurons le plaisir de retrouver dans un tout petit moment Jawdet Gessourma pour sa rubrique Eclectica. L'agenda culturel aujourd'hui fera un gros plan sur la poésie populaire. Bien sûr, on découvrira tout à l'heure avec lui son coup de cœur d'aujourd'hui. Nous aurons également Samira dans sa rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, elle nous parlera donc de la cartographie des sites et monuments donc de Sétif. Un gros plan sur cette ville, bien entendu, une très belle ville. Nous aurons également parlé santé avec notre invitée également. Elle sera là pour nous parler donc du trachome, une pathologie qui touche un petit peu donc la vue. Donc une ophtalmologue sera là pour nous parler de cela en détail. Et nous aurons à parler de la Journée nationale des personnes âgées. Et à ce faire, nous aurons le fondateur du portail de gérontologie. Il sera là pour nous parler donc des nouveautés et de la prise en charge de cette personne âgée. Et puis on parlera musique. Avec la journée internationale du jazz, nous aurons un bassiste qui n'est plus à présenter. Il s'agit donc de Youssef Bouzidi qui sera parmi nous. Bien sûr, on parlera de sa musique et surtout de comment ils vont justement fêter cette journée. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un beau moment. N'oublie pas, il y a Agnès Ril aussi qui sera parmi nous dans la rubrique également santé et bien-être. Aujourd'hui, elle nous parlera du foie gras et l'alimentation. Voilà, c'est tout le programme. On vous invite tout de suite à apprécier cette chanson, une belle reprise de la chanson Arwah Arwah de Cheikh El Hasnaoui, Allah Yarhamou, reprise par deux artistes, en tout cas, qu'on aime bien. Il s'agit de Zeki Miroubi et Kousseila. Je vous laisse apprécier. On se retrouve juste après. ثروي حسانها قريبة تفلو هاي مجرب الهلاك والريثيد دوا حلو أرواح أرواح العبادة ربا يذو الصلاح أرواح أرواح غربي كل الصلاح يا والخوان ما نروح أو لما يكات وذفر يا تنظر الشيخ موح لا عيون الباز مكحل ويكتفن ذقك الرسول ويتساقد ما يوحل أرواح ربي يقل الصاح أرواح العبذار بيض الصاح واحد الغزيل بجمال سباني واحد الغزيل بجمال سباني واحد الغزيل سيك وسمي ثرح ضايوسين ورقانا غيظ ذواس تخمام يسقى في الليثاس وتسفر في الفلاس عفافا مثل سذاقي وخاس نسيت فلاس عفافا ومثل سذاقي وخاس نسيت فلاس شقعث سدياس شقعث سدياس فلاس ويصبروني ورزقي فلاس فلاس ويصبروني ورزقي فلاس لقيتها في طوافي التسعة لقيتها في طوافي التسعة لقيتها في طوافي التسعة استغنى
الحجة والتوابين تستغنم الحجة والتوابين يا لا 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 يا لا لا يا لا لا كلمتها بالوصال قالت كلمتها بالوصال قالت كلمتها بالوصال قالت هذا ما هو محل الخطاب هذا ما هو محل الخطاب يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 عافاكم الله. Voilà, c'est une belle reprise, en tout cas de plusieurs titres algériens. Typiquement, on les reçoit comme chaque lundi matin avec beaucoup de plaisir. Ce sont nos amis du lundi, à savoir Jawdet Gessouma. Bonjour. Bonjour, Comment ça va? ça va, En forme. c'est temps pluvieux. Ils sont plus vieux, ça Ça va, va, hein? oui, non, On n'a pas à se plaindre. Y a pas de- Samira, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Très 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 bien. bien. Tu as déjà ta carte, tu es très Oui, t'as assidue vu. ce matin, Oui, prête oui, à commencer ta rubrique. Mais on va laisser Jawdet d'abord. Bien Non, non, sûr, ça bien fait rien, sûr. d'abord, Alors, pas de on souci. sait que dans un moment, tu vas nous présenter la cartographie donc, de la région de Sétif à travers, bien sûr, ses monuments et sites classés. Archéologique et Voilà. historique. C'est C'est ça. une ville de mémoire, Sétif. Tout à fait. Très belle ville. Tout à fait. Rien que du Remplie là, et chargée d'histoire. ça fait toute son histoire. Très belle destination pour touristique et l'un des poumons économiques de l'Algérie. Exactement. Peu de Et en monde, plus, ouais. le printemps, c'est très beau hein, Très, à y très beau. vivre. C'est une belle plaine, en tout cas. Merci Samira. C'est moi. Donc, Jawdet, on va commencer par toi. On va parler de la poésie populaire tout de suite, Ah. juste après ça. Eclectica. Voilà. C'est tout de suite. Lectica, oui, voilà, donc avec quelques passages par le patrimoine, pardon, puisque nous sommes en plein dans ce mois de patrimoine. Je m'étais intéressé à une petite escale. On va faire une petite escale dans le Cher Milhoun, après avec un petit passage par le Roubi, en vous disant ça. Yamen يفهم ذا الجواب يصنت ليا ونشرح قصتي ونزيد نوريكم ما بيا انا مكوي بالنار الهوا ومحشتي فريا وساكن مع النجمات وليالي مبنيه. Eh, Donc, Madame avec Rom. une eh oui. élégie Adam amoureuse, Rome. Oui. une élégie amoureuse très très connue dans le Constantinois sur l'histoire de l'Bouri. Alors, le Bouri, c'est une déformation littéraire, c'est une ancienne tradition dans les années 1800, qui avait cours dans les années 1800, qui consistait pour les dames nobles de la noblesse constantinoise de descendre dans la rue avec des vêtements un peu usagés pour faire demander l'aumône et réunir un peu de fortune, un peu d'argent pour les remettre, les redistribuer aux pauvres. C'est une tradition qui avait cours. Et puis, de fil en aiguille, pourquoi de fil en aiguille, vous allez savoir, il y a un bonhomme qui s'appelait Jabla, Ali Jabla. Dans l'histoire, dans la poésie, c'est Jabla Saad, amoureux de Nejma. Donc, Nejma, apparemment, l'étoile, c'est quelque chose de formidable qu'on cherche toujours à atteindre. Et donc, il va la rencontrer. Elle est en train de faire Oui. demander l'aumône pour et lui, c'est un artisan, c'est un couturier, Tarraz, Marouf, il est de Annaba, et il s'est installé à Constantine. Et donc là, on voit sa photo. C'est exclusif. Merci donc à Tanit qui nous a fourni cette photo. Vous la trouverez nulle part. Nulle part, ouais. Donc voilà, il est installé à Constantine depuis 1840, ce fameux Ali Jabla qui est un grand Tarraz et qui va rencontrer cette Nejma dans cette rue. Il va donc lui donner tout ce qu'il a dans sa poche.
Et puis, lui, il est aussi poète, il est chanteur, donc voilà, il est souvent invité dans des cérémonies comme ça, très très interlopes, parce que y a beaucoup de choses qui se passent, les gens, il y a beaucoup de gars comme ça, un peu suspects, qui se réunissent et qui vont faire des agapes, ils vont faire des repas monstrueux. Et chacun va raconter un peu ses aventures. Et chacun, après, met un gage de ses conquêtes, si vous voulez. D'accord. Et ce Jabal-là, épris de cette superbe Nejma, va donc mettre un gage qu'il avait demandé. Entre-temps, il n'avait pas, lui, de gage. Et donc, on s'est un peu moqué de lui parce que c'était un peu la tête de Turc de la soirée. De la soirée. De la cérémonie. Avec des gens qui sont très médiens, c'est-à-dire que dans l'introduction de cette élégie, il y a justement la définition de ce groupe de personnes un peu ils savent d'où ils viennent. Et en même temps, il voit qu'il est naïf, un peu, ce chanteur, qu'il ramène comme ça pour se animer la remettre de soirée. lui, animer la soirée, mais en même temps se Ça me moquer rappelle de lui. quelque chose. Voilà. Et donc, lui, il va leur dire, je vais dormir, et après, on verra. Entre-temps, il ne va pas dormir, évidemment. Il va prétexter un peu de l'ivresse. Il va aller chez sa belle, qui lui promet une amitié sans faille, parce que c'est un amour platonique. Alors, le bourri, le bari, c'est une déformation du mot le bari, donc le désir. Et ça va donc, c'est aussi une tradition dans laquelle ils vont mettre un gage, donc une natte de cheveux. Et elle va lui donner. Sa compagne, cette amoureuse, lui dit qu'elle est mariée, donc cet amour est impossible dès le début. Et elle lui promet une amitié pure à vie. Donc c'est un amour platonique qui va suivre un cours tragique, et tout ça est décliné dans cette immense poésie qui est le Bourri. Et donc c'est une histoire qui va être chantée par Mohamed Al-Hajj Mohamed Tahar Farghani. Donc on va peut-être écouter un extrait et après je reviens sur le... Samira est sans voix. Voilà. Samira est sans voix. Non, ça ressemble à l'histoire de Kateb Yassine. Oui. Un peu. Nejma, évidemment. Oui. Non, dans l'impossible, d'un amour Probablement, impossible. oui, c'est Voilà. le Et on sait qu'il était à Constantine aussi. Oui, oui, bien sûr, il n'y a aucun doute à ce sujet. D'accord. Mais tu vois, Pas par rapport à l'appellation uniquement, mais aussi par rapport À l'histoire. Mais en même temps, c'est un procédé où on va interpeller plein de choses. C'est shakespearien, c'est théâtre Exactement. victorien. Je veux dire il y a toujours un procédé qui va faire que cet amour impossible rentre dans la tragédie. Sachant aussi que Constantine a la forme d'une étoile. Possible. Oui. Donc. En tout cas, sûr. Attendons. Non, On c'est laisse des faire. hasards. Hein. Je pense que ça, c'est un hasard. On va écouter. Ça se C'est discute. prêt? Très, oui. Ouais. Sinon, On on nous le continue. dit. Sinon, Jawdet, on peut continuer aussi. Oui, donc Mohamed Taha allait chanter dans tout le constantinois. Là où il y a du Malouf, il y a le Bourri. Et il y a plusieurs versions. La première initiale dans les années 60, même peut-être avant, en tout cas les sources que j'ai sont dans les années 60, où Tahar Farghani, le Hajj Tahar Farghani l'a chanté avec son violon, et Dieu sait comme le violon se rapproche de la voix humaine, donc il a fait écho de ces paroles, de cette immense poésie avec son violon, et il a une version classique. Il va expurger quelques vers, parce que, alors, comme c'est une poésie qui est puissante, très sensuelle et tout le monde va croire que Mohamed Tahar Farghani a expurgé pour des motifs. Il n'y a rien à voir. C'est juste qu'il y a des lourdeurs, des redondances, où il y a une information sur ces vers qui est répétée. D'accord. Donc lui va alléger un peu le propos, mais il va garder une structure classique, donc mode sika, et après l'intervention, après le moual du début ou la l'istikhbar du début, il va rentrer dans... On va écouter, je continue. D'accord.
نلقاو خوت مشهرين وصفرة منشية كلهم متماثلين ولاد مضارب كل خرج بتزنق والقو يا خويا وانا الممحون صد معي ساكب فزيت في الحين ستنا ورجليا غيبت على قداهم ودست للزينة سارب قلت لها جيتك بغيت ناري مقدية تعطيني ما Ça, يوالي c'est juste un extrait, c'est puissant, c'est vrai. Il est puissant. Très puissant. C'est pas facile de travailler sur tous les gens qui ont travaillé sur cette pièce. Là, c'est quand il va aller chez sa belle, lui demander un gage de son amour, de son amitié, et il va le ramener. Donc, comme je disais avant, il Durant la leur a dit soirée. je vais dormir. Elle va lui dire voilà, je te donne ce self, c'est-à-dire cette natte, et elle va lui mettre deux pièces de pierres précieuses. Et là, c'est là où le drame va se faire, parce que quand il va mettre ce gage de beauté dans la fameuse, ce fameux jeu dans la corbeille, les gens vont reconnaître qu'il appartient à Nejma bint al-Hussein, Oui, voilà, plus. qui est de la noblesse constantinoise. Et c'est là où on va lui dire, on va Tu n'as pas l'avoir à l'œil. Non, on va rien lui dire justement, mais son ami va lui dire quitte la ville parce qu'on va te tuer, on va te découper en morceaux. Et puis il va aller en exil pendant 3 ans. Et un jour, sa belle l'appelle pour lui dire voilà, il y a mon fils qui va célébrer une cérémonie. Il va donc demander à 20 de ces personnes de venir le protéger pendant la cérémonie de Nejma et de son fils qui va être circoncis. Et donc, il va aller et il ne restera qu'un seul de ses compagnons avec lui, les autres vont se retirer. Ouais. Et dans la chanson, il est dit le Rajla Souaya. C'est-à-dire, il y a juste finalement Qu'une seule personne qui la peut rester. Rajla Makash, il y a une seule personne et les deux vont finir. Ils vont leur voler leurs chaussures et les cacher. Tous les invités vont sortir. Il va animer cette fête et on va le découper en morceaux. Et la belle C'est triste. va sauter et elle va rejoindre son ami Oui. parce que toute cette chanson parle des anciennes traditions, parle de la non-compréhension des choses, parle du fait que cette transgression d'une femme mariée avec un homme Oui. qui ne l'est pas, même si ça a été une immense amitié, c'est quand même quelque chose de transgressif. Cette chanson est très subversive 1800, parce que, clair. voilà, 1840, dans les années 1840, C'était- et tout ça va amener donc ce récit jusqu'à nous à travers quelqu'un qui a énormément popularisé, qui est Abbas Seriri, et qui Oui. explique, d'ailleurs, vous pouvez le trouver sur le net, il va expliquer les paroles et les parties de la chanson. Il y a aussi, et il jouera donc, il avait insisté en 2015, l'année de culture arabe, Constantine 2015, Capitale de la je crois. culture arabe. Il a capitale de la culture arabe. Il avait joué le Bouri avec Sarah Al-Alama sur un scénario de Saïd Boulemarqa et une réalisation de Ali Moussaoui, un film fleuve qui fait 2 heures, mais qui ne raconte pas juste l'histoire d'Al-Bouri. C'est aussi un peu Constantine à cette époque. Voilà. Donc c'est très très important. Sans- Adlan Fergani lui donnera aussi un autre ton très moderne. Et Riyad Bouchareb, un ton festif. Donc chacun va prendre Voilà. sur soi, mais va c'est vrai que s'approprier cette chanson. les textes Et anciens... elle est immensément, c'est du mahjouz,
Enfin, on peut dire aussi du zedjem. Et en dernier, les femmes ne sont pas très enclines apparemment à mourir pour une chanson. Mais il y a Fatma Zahra Khshina qui l'a chanté avec Abbas Seriri. Oui. Donc j'invite tout le monde à la parcourir et à essayer de comprendre les paroles. Il y a les explications, Ouais. vous les trouvez. En tout cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça Ils fait sont partie vraiment du patrimoine par toute la immatériel charge et matériel. porte. Est-ce Voilà. qu'elle, Donc immatériel et est-ce matériel. que elle, Nejma, parle dans la poésie? Elle Non. parle dans la poésie en promettant à son Nami. ami une amitié sans faille. Ouais. Et elle lui reparle dans le texte en lui disant, voilà, je vais te donner, je vais te donner ma taille et je vais te mettre dedans 2 pierres et tu pourras dire à tes amis, voilà le gage D'amour. D'accord. d'amour que j'ai. Et donc là, ça va être très très mal interprété. Et c'est aussi sur la calomnie, sur Ouais, la mauvaise ouais. réputation et tout ça. Très bien. En tout cas, c'est une belle Très belle histoire. Les histoire. textes andalous, les textes anciens de musique savante sont très forts et très beaux. Hein, en Ça tout cas, on ressemble les à- découvre à chaque fois qu'on en Ça a. ressemble à ce qu'il y a dans la geste arabe, ça ressemble à l'histoire de Hizia, ça ressemble à C'est l'histoire un de héritage Fitna, Ouais. normal. de Fatna, Oui, oui, c'est un de toutes héritage les histoires d'amour absolument algériennes et arabes qui naturel. n'ont pas abouti. Il doit y en avoir du côté de Sétif aussi, hein, n'est-ce pas? On va aller du côté de Sétif cette fois-ci avec Samira dans sa rubrique Écume et patrimoine. La tragédie. Samira adore ces histoires. Tu l'as fait voyager, tu l'as fait rêver. Et j'adore la voix Oui. du doyen, du maître de la musique Que tu as bien connu classique algérienne. aussi, avec lequel tu as travaillé. Avec toute la famille Fergania, en fait, ce sont tous des artistes. Et le père notamment, le père qui a une voix exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'il peut la varier. C'est quelqu'un qui peut jouer tous les temps. Il peut monter très haut en gamme. Et bien, c'est très. Ce qui fait que, moi, quand j'ai entendu, j'ai eu des frissons. C'est On vrai. n'est pas très loin. on l'a Et le vu. Sika, ça vous émeut. Exactement. Très peu d'artistes c'est ont cette chance, en fait, Mhm. d'avoir Ce une. timbre de on dit voix. qu'une 5e octave. Voilà. Oui, oui, oui. Exact. C'est On bon. n'est pas très loin. Ouais, De pas très loin, Constantine, exactement. On s'arrête on fait enfin retour vers Alger, on s'arrête à Sétif. Donc la wilaya de Sétif, carrefour, capitale des hauts plateaux d'Algérie et l'une des villes probablement qui porte. En fait, c'est valable pour toutes les villes algériennes, pour toutes les wilayas. Mais Sétif particulièrement parce que quand on pense à Sétif, on pense au 8 mai 45. Oui. Donc on a des gens C'est des souvenirs douloureux pour l'Algérie. douloureux, mais qui ont changé l'histoire des Algériens, puisqu'il y a eu ces événements qui ont permis ensuite que le peuple se soulève soulever. une bonne fois pour toutes. Tout à fait. Le 1er Voilà. novembre. Le 1er novembre. Donc il y a déjà ce périple de l'histoire qu'on peut visiter, puisque l'endroit où les manifestations ont eu lieu, avant de se propager vers d'autres wilayas et Également, vers Alger, dans tout le pays, Tout à il fait. y a ce lieu en plein centre-ville, la ville on va dire le centre urbain, la ville le chef-lieu de Sétif. On peut visiter aussi, pas très loin d'ailleurs, hein, en bas de la rue, il y a le tram qui passe, c'est très joli maintenant, c'est une ville très moderne. Surtout quand il neige. Surtout c'est quand beau. il beurt, il fait froid, Sétif. Il n'y a rien à dire. Ouais. J'ai froid, je crois que je au vais à Sétif, plateau j'ai en même froid. temps, hein. Oui, il neige longtemps pendant l'année. Et donc on peut visiter la mosquée Al-Atir, qui est une mosquée qui remonte à l'époque ottomane. On peut le voir à travers son minaret. En fait, l'image qu'on voit peut-être, ou Oui, qu'on on a l'a vue, vu, on l'a c'était vu, la ouais. cartographie qui est éditée par la direction de la culture. Ça reprend, ce qui est formidable, ça reprend tous les sites et les monuments à découvrir à Sétif. D'ailleurs, si on va sur les réseaux sociaux ou sur Internet, on peut savoir exactement ce que l'on peut visiter. C'est Il y a beau. pas oui, C'est bien. magnifique. Donc en langue arabe, en anglais, en français, dans toutes les langues, on peut... C'est vrai que d'autres villes qui sont riches donc, à travers leur patrimoine pourraient Tout à faire fait. une cartographie pareille. Oui, Oui. toutes les villes, normalement, le font, hein, parce que je pense à la demande du ministère de la Culture. C'est la documentation qui accompagne toutes les villes d'Algérie pour présenter le patrimoine. C'est Celui de Sétif est immense. Immense. Déjà, la ville qui est moderne contient le colonial,
bien sûr, avec les jardins, alors celui de l'émir Abdelkader, qui s'appelait à l'époque coloniale Orléans, qui contient déjà des objets, ça a été le musée lapidaire de la ville. C'est-à-dire tous les objets qui ont été trouvés lors de fouilles ont été placés dans ce jardin qui est magnifique, et juste en face la résidence de la wilaya de Sétif. C'est Djumila. Oui, oui, 42 hectares d'une ville unique en Afrique du Nord. Magnifique. Elle est très belle. Elle contient un forum magnifique, le mieux conservé, un théâtre aussi, un théâtre le mieux conservé de toute l'Afrique du Nord. Ces mosaïques, le musée de Djumila est magnifique. Je fais une présentation à partir de l'intelligence artificielle. Ça se voit que c'est l'intelligence artificielle. Donc, qui reprend toutes les strates J'aime bien. historiques. Ain Lahnesh aussi. Ain Lahnesh, C'est encore le berceau de l'humanité. Pourquoi c'est si spécial? Exactement, on est remonté à 1,9 million d'années. L'équipe du professeur Sahnoun font des fouilles chaque année à partir de septembre. Exactement, Ain Bouchrit. Ain Bouchrit, Azraya, partout, on a aussi des gravures rupestres. Les gravures rupestres de Sétif, où il y a une représentation de la faune, donc la gazelle. Il y a le musée qu'on peut visiter à Sétif. Bon, là, je vais essayer de suivre les images. Le musée qui contient toutes les périodes de la préhistoire à l'époque coloniale. Tous les objets trouvés à Sétif. C'est le jardin Barral. Le jardin Barral, qui contient aussi plein de stèles votives, de statues de l'époque coloniale. On le voit, c'est la mosquée Al-Atir. Voilà, très 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 belle mosquée. Voilà. Donc avec un minaret très spécial, on se croirait en... Elle est relativement récente, elle a été construite pendant la colonisation française. Ça, c'est le tombeau de Scipion l'Africain. Il mériterait une attention particulière. Et ça, c'est beau. Hein. Ça, c'est Cuicule. Djimila, elle a été elle s'étend sur 42 hectares. Elle a été construite en 97 après, donc de notre ère, de notre temps présent, ce qu'ils disent après Jésus-Christ, par Nerva. Donc ça a aussi été une ville de. C'est beau les plaines. De vétérans. Ce qu'on voit, c'est Ain Lahnesh. C'est la plaine de Ain Lahnesh. Donc voilà, on voit un coin Lahnesh. Enfin, on va voir défiler en fait tous les monuments, tous les sites très intéressants à découvrir et qui sont sur la carte qu'on a montrée en premier. Voilà. Oued el-Bred, moi je conseille. On peut y bivouaquer, on peut monter au sommet et il y a des chutes et il n'y a pas de connexion. Non mais sincèrement, on peut se déconnecter complètement de la civilisation. Mais pour passer du bon temps avec la nature, se reconnecter avec la nature. Il y a une maison d'hôte au sommet de la montagne et on peut y aller. Déjà, on ne peut pas y accéder en voiture, c'est déjà bien. Donc, il faut faire de la randonnée, un peu de marche. Exactement. Donc en fait, Sétif réunit plein de choses, plein de tourisme. Ça peut être aussi un tourisme, comment on va dire, technologique. C'est une capitale vraiment numérique. Voilà, c'est ça. On peut y aller pour le touristique, le culturel et économique. L'Allemagne n'est pas très loin. Oui, et puis, tout à fait. C'est notre Silicon Valley. Aussi, voilà, il y a une zone industrielle, mais elle réunit tout ça. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis, on n'est pas très loin de Timgad non plus. Donc, et c'est pas très loin d'Alger. On peut y accéder par avion, par taxi, bus, et puis le train. C'est pas très loin. Donc, tous les moyens de transport sont... Voilà, donc il y a 9 sites qui sont classés par le ministère, par le ministère de la Culture dans l'inventaire national des monuments. Djimila est classé bien sûr au niveau mondial, donc par l'UNESCO depuis un moment déjà. Tout est à visiter à Sétif. Voilà. Donc, c'était petite escale pour le patrimoine à l'occasion du mois du patrimoine 2026. Très beau voyage. D'accord, c'est beau en tout cas. Donc, tu connais, tu as été à Sétif. Non, jamais justement. Justement, j'avais une copine, mon amie d'enfance, Marie Bousbahs, donc c'était une bonne copine, et qui m'avait toujours invitée, qui faisait l'éloge donc de sa région, de On peut manger berboucha. Et j'ai jamais été. Il faudrait qu'il y aille. C'est la saison d'Al-Braj, Exactement, c'est le printemps, tout à fait. Je vais vous dire qu'avec un bon petit lben, ça va.
Ça va vous faire aimer Sétif. Il y a Tout à Trida fait, aussi. tout à fait. Trida. Voilà. Voilà, donc Sinon, on se retrouvera dès vendredi. vendredi, Inch'Allah. Inch'Allah. Dernier mot, Samira? Allez à Sétif, allez partout en Algérie, il y a du patrimoine de partout. Voilà. Très Et bien. des conférences, on a aussi le 28, là, c'est très important de le mentionner. Oui. Le 28 commencent les rencontres africaines et Oui. méditerranéennes consacrées, c'est la première édition, consacrée à Saint-Augustin. Donc ça se passe entre Tilpasa et le CIC et il va y avoir une série d'événements et de conférences. C'est un événement très important qui fait suite à la visite du pape en Algérie. Très bien. Merci Samira. Merci Jawdet. C'est plaisir pour moi. C'est gentil. Alors, à lundi prochain. Et puis, je vous dis à très vite. Très vite. monsieur. Merci. Allez, on continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Rafef Belouchet qui nous fait un gros plan sur le salon miroir dédié au traitement de la maladie Huntington. Vous connaissiez? Oui. Ouais, moi je connaissais. Oui. Ouais. On y va, on regarde et on se retrouve juste après. Invités sur leur 31, personnalités médiatiques, séances photoshoot, non, nous ne sommes pas un gala mondain. Ici, chaque sourire cache une histoire et derrière le projecteur, un combat. Ce soir-là, au Salon des Miroirs à Paris, près de 300 invités se retrouvent pour le lancement d'un projet hors norme, Claim for Huntington, un mouvement né d'une urgence, celle de rendre visible une maladie encore largement méconnue. Comme il était fort et dur dans sa tête, je sais pas, il montrait pas des signes, il montrait pas des signes. Une maladie génétique rare, incurable, qui détruit progressivement les capacités motrices, cognitives et comportementales et qui souvent réduit les malades au silence. Mais Mehdi, lui, tient tête. Je suis le maire du social et je passe une voie en Algérie. Dans la salle, l'émotion est palpable car derrière ces initiatives, il y a une histoire familiale, celle de Sofiane, un père emporté par la maladie, un frère aujourd'hui atteint et une mère au front avec dignité et courage. Face à cette réalité, il a fait un choix, ne plus subir, transformer l'intime en un engagement collectif. Une fois qu'on a raconté la difficulté également de la maladie et qu'on a raconté la capacité également à pouvoir se dépasser à travers des sommets, j'ai vu des yeux écarquillés. Donc les gens ils se sont dit c'est extraordinaire, il faut qu'on le soutienne. Et du coup je remercie les 300 personnes qui étaient présentes ce soir. Son projet, gravir les 7 plus hauts sommets du monde en 3 ans. Un défi sportif, mais surtout un levier de sensibilisation. Chaque ascension devient un message, chaque sommet une voix donnée à ceux que la maladie fait taire, car la maladie de Huntington reste encore mal connue, y compris dans les corps médicaux. C'est une maladie neurologique, génétique, dégénérative. Si vous avez le gène qui est malade, vous avez la maladie et vous avez une chance sur 2 de la transmettre à vos enfants. Le traitement, pour l'instant, il n'y en a pas. Et on a besoin de recherche pour justement transformer le gène, c'est-à-dire au niveau de l'ADN dans les cellules, le gène qui est malade, pour ralentir la progression de la maladie. Dans ce combat, la famille tient un rôle central, unie, soudée, elle transforme l'épreuve en force. Quand je vois l'énergie, la force qu'ils développent autour de leur maman, je prends des leçons. Et je trouve que la maman de Sofiane, maman de toute cette belle famille, elle est aussi à l'image de la femme algérienne. Elle est forte, elle souffre beaucoup, mais elle va au bout. Autour d'eux, un réseau de soutien se structure. Personnalités, professionnels de santé, partenaires, tous répondent présents pour accompagner cette initiative. On ne peut qu'être admiratif de cette initiative et de se dire on va mettre notre petite pierre à l'édifice pour justement l'aider à tenir son objectif, ses objectifs. Au-delà du défi sportif, c'est une mobilisation qui s'organise. Sensibiliser, financer la recherche, briser l'isolement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de gravir des sommets, mais de faire émerger un espoir et rendre visible ce qui ne l'était pas. Voilà, on va continuer à parler donc de cette maladie avec notre invité qui est donc le professeur Fatouma Mazari. Bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour. Parmi nous. Vous êtes ophtalmologue au CHU Mustafa à Isselmec. On vient de voir le reportage qui nous parle justement de cette maladie. Alors moi je connais beaucoup plus le nom trachome, c'est vrai. Mais c'est une maladie qui est une maladie aussi génétique? Non, c'est pas une maladie génétique, c'est une maladie infectieuse. Voilà, c'est une bactérie. Voilà. C'est une bactérie, c'est une infection bactérienne qui touche plusieurs parties de l'organisme, notamment l'œil, et essentiellement l'œil et l'appareil génital. D'accord.
Donc c'est le chlamydia trachomatis. D'accord. Il faut s'inquiéter. Dès qu'on a des rougeurs, donc on a un larmoiement inquiétant, hein, il faut vraiment s'inquiéter? C'est pas une pathologie qu'on attrape comme ça de façon, c'est-à-dire comme les conjonctivites bactériennes banales qu'on a l'habitude d'avoir, mais c'est une bactérie qui a des caractéristiques bien particulières. Résistante? Non, non, pas du tout, pas du tout. Autant le traitement, il est très simple, c'est des gouttes pendant 3 jours, ou bien un comprimé par jour, c'est-à-dire juste une fois par jour, et la bactérie peut disparaître. Autant cette bactérie, si elle évolue de façon chronique et répétitive, elle va provoquer des dégâts, voilà, puisqu'elle est parmi les causes de cécité dans le monde. Justement, voilà. Quand j'ai vu que c'était il y avait des cas de cécité, je me suis dit ça doit être une bactérie assez résistante. Non, non, c'est pas une question de résistance, c'est une question de diagnostic. Très bien. De diagnostic à temps et de traitement dans de bonnes conditions. Alors, quels sont réellement les symptômes? Alors, pourquoi, à quel moment doit-on s'inquiéter? Voilà. Alors, le chlamydia trachomatis, quand il touche la conjonctive tarsale, c'est pas comme les autres bactéries, il se développe pas, c'est-à-dire il provoque pas rapidement une rougeur, pas parfois une gêne et des sécrétions purulentes. Non. Pourquoi? Parce que c'est une bactérie qui s'infiltre à l'intérieur de la cellule. D'ailleurs, pendant très longtemps, avant, cette bactérie était considérée comme un virus. Donc, elle rentre dans la cellule de la conjonctive et elle évolue progressivement. Alors, les symptômes précoces, c'est en général une lourdeur, une gêne, une petite rougeur. Et ça évolue de façon... avec le temps. C'est-à-dire que la particularité de la bactérie, c'est qu'elle se développe, elle se multiplie rapidement. Elle se multiplie, bien sûr. Voilà. Justement, c'est ça qui fait peur. Non, non, c'est pas ça. Elle se développe progressivement, mais avec la récidive et les infections à répétition, elle provoque des dégâts au niveau de la cellule. C'est pas comme les autres bactéries, quand elle disparaît, elle part, elle ne laisse pas de séquelles. Par contre, le chlamydia, quand il touche la conjonctive tarsale, et quand il séjourne pendant très longtemps, il provoque ce qu'on appelle une fibrose. Et cette fibrose-là, donc la partie interne de la paupière supérieure, elle va se fibroser et se rétracter. Et c'est cette rétraction qui va être à l'origine, d'abord, de la disparition des cellules, des glandes qui sont à l'origine de l'humidification lacrymale accessoires, qui sont très importantes pour l'œil, pour la cornée, vue, pour ne pas etc. sécher la... Exactement. Et deuxièmement, cette sclérose va être à l'origine de la rétraction de la paupière vers l'intérieur, ce qui fera que les cils ne vont plus être à l'extérieur, ils vont rentrer à l'intérieur. Et quand ils rentrent à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ils vont frotter sur la cornée. La cornée, c'est la partie antérieure et c'est elle qui a le pouvoir réfractif de 2/3 au niveau du globe oculaire. Et ce frottement-là va être à l'origine d'ulcérations, et ces ulcérations seront à l'origine d'opacification, et c'est l'opacification qui va être à l'origine de la cécité. Voilà. Et donc l'œil, on ne verra plus rien. C'est-à-dire que l'opacité, c'est la couleur blanche qui va apparaître. La condition sine qua non, c'est que la cornée doit être transparente pour pouvoir laisser les rayons passer au niveau de la rétine. Alors, le conseil, c'est que dès qu'on a une infection, il faut aller consulter, dès qu'on a une rougeur ou quoi que ce soit. Exact. Ne serait-ce que... C'est-à-dire que c'est sûr, il faut aller consulter, mais je vais vous dire, c'est que le trachome, c'est une pathologie qui sévit le plus souvent au niveau des zones démunies. Oui. C'est-à-dire les zones démunies où il n'y a pas d'eau, il y a de la promiscuité, etc. Et c'est là où le trachome peut trouver sa place idéale pour cette bactérie peut se multiplier. Voilà. Encore une fois, les gestes aussi barrières, c'est se laver les mains, ne pas se frotter les mains. Voilà, il faut éviter quand on a donc une gêne au niveau donc de l'œil, d'éviter de se frotter. Toujours éviter de se toucher l'œil et de frotter, etc. Exactement. Voilà. Donc il y a une campagne de sensibilisation
c'est cela? Vous allez peut-être justement informer autour de cela? Ce n'est pas ça. C'est-à-dire c'est-à-dire l'événement historique que l'Algérie vit actuellement, c'est qu'on vient d'obtenir la reconnaissance de l'Organisation mondiale de la santé que l'Algérie, c'est-à-dire a atteint les standards internationaux, comme quoi le trachome ne représente plus un problème de santé publique en Algérie. Voilà, c'est en régression. C'est en régression. C'est en régression, c'est-à-dire que quand on obtient cette certification, c'est comme pour les autres maladies tropicales négligées qui ont été validées en Algérie, notamment la poliomyélite, le paludisme, le choléra. Voilà. Alors, c'est des pathologies qui sont éliminées en Algérie. C'est la même chose. Donc, l'Algérie a rejoint le train des pays qui ont quand même éliminé cette pathologie. Exactement. Et bien, tant mieux. C'est souvent ce que nous dit Dr Benachnou. Il y a donc des cellules de veille qui, justement, travaillent sur la surveillance de certaines pathologies qui ont tendance à disparaître, et tant mieux. Exactement. Exactement. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc maintenant, bon, c'est vrai que c'est un exploit, c'est un jour historique, mais il faut une nouvelle étape, c'est qu'il faut maintenir cette cadence, on va dire, cet état. Cette réussite. Oui. Et ça, il faut quand même faire intervenir toutes les parties qui sont incriminées pour maintenir cette certification, notamment la santé, l'environnement, l'hygiène, etc. Et l'eau, surtout l'eau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un environnement adéquat, il faut qu'il y ait la disponibilité de l'eau dans nos régions. Et voilà, il faut sensibiliser les gens à ce qu'ils doivent consulter pour le moindre problème. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette bonne nouvelle. Et puis, bon courage à tous les médecins qui travaillent pour justement régler ce genre de problème de santé. Toutes les parties qui ont intervenu, notamment, d'abord, il y a la tutelle, c'est normal, c'est grâce à elle, c'est elle qui coordonne, etc. Mais nous avons surtout les soldats du terrain qui ont vraiment beaucoup travaillé, sachant que c'est un travail qui s'est effectué au niveau du grand désert de notre pays. C'est pas évident. Et je les salue pour tous les efforts qu'ils ont menés pour arriver à ce résultat historique. C'est magnifique. Merci beaucoup, madame. Je rappelle que vous êtes donc professeur Fatouma Mazari, ophtalmologue au niveau du CHU de Mustapha. Merci beaucoup. À très bientôt et bonne chance pour ce que vous faites. Voilà. Je vous invite tout de suite à une petite détente pour aller voir du côté de l'Ketani, l'espace bien sûr week-end qui a réuni beaucoup d'Algériens qui se sont retrouvés à cette place. C'est un reportage signé Samia Bouarou. L'Ketani à Bab el-Oued, le temps d'un week-end, ce lieu de détente au cœur d'Alger offre un cadre naturel agréable aux familles et aux sportifs. Je suis un athlète laser, voile, depuis 10 ans. نجي صباح لهنا توجور ندير شويه فيلو ومن بعد ما نوجد البابور ديالي ونخرج نطريني. ما كانش هكذا. نو كانت لي بيسين هذو كانوا كاينين من بكري بصح الجهه اللي من هنا ما بدلوها خدموها مازال ما فيناوهاش برك مليحه. هذا ما كان. لا مليحه بدات تطول الحاله والله العظيم ما شاء الله. والله يا كورنيش هذه الله يبارك تخرج حتى الاخر والله غير ما شاء الله. Ici, on peut admirer la mer et tout le panorama qui s'offre à nous à partir de ces allées situées au pied de Notre-Dame d'Afrique. Cet endroit fraîchement aménagé est devenu un bon plan pour les amateurs de randonnée. Je suis venue pour jouer au foot et regarder la mer. C'est la première fois en Algérie. Je fais pas la journée. Je fais le stade. Les endroits شابين ولي فاك حتى نحب لي فاك نحبها. Les pêcheurs également se rendent ici pour le plaisir des yeux et des saveurs marines. Abdelwaheb apprend à son fils les bases de la pêche, car ici à Bab el-Oued, on parle de Ouled el-Bahar et de la passion de la pêche de père en fils. صباح ولا دي فوا نطيح لا دانيير فوا جبت واحد ساعة حبات صار. أنا عماه واحد ساعة حبات تاع صار هكذاك.
لاباس الحمد لله سيكيريزي الحالة تبدلت خدموها بيان الناس دوك تبدلت ولينا نشوفوا لي سبورتيف مع صباح يديروا فوتينغ ماشي غير لي بيشور كاين مام صحاب الرياضة كدا يجوا هنايا يديروا فوتينغ ميكست نساء رجال فاميليات تما صافا الحمد لله. Une autre tradition ici, les enfants de Bab el-Oued et leur histoire avec les criques depuis leur jeune âge, d'où le titre de Oulad el-Bahar. Entre mer et terre, le Kitani demeure un endroit très authentique pour la population algéroise. De retour sur notre plateau après cette visite du côté d'El Ketani et Bab el-Oued, on va retrouver nos invités qui vont nous parler de musique et surtout de jazz. Et la journée, ça sera la journée le 30, ça sera la journée internationale du jazz. Avec nous, un bassiste qui n'est pas des moindres, qui est très apprécié par les musiciens. Ah bon? Il s'agit Youssef Bouzidi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc vous êtes bassiste. Oui, entre autres. Voilà. Et j'ai lu que tous les musiciens qui aimaient la bonne musique faisaient appel à vous. Enfin, vous êtes tous des amis en général. Oui, c'est un petit cercle. C'est un petit cercle, voilà. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Salah Remini. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas reçu. Oui, vraiment. Le spécialiste musique de l'Arc. Ça me fait plaisir de revenir à Bonjour d'Algérie, à Canal Algérie. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation. Là, c'est le mec, merci. Alors, vous êtes donc le chef service donc, au niveau de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Vous allez nous parler du programme qui a été concocté à cet effet. C'est ça, exactement. Donc, comme chaque année, on essaye, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel essaye de célébrer la Journée internationale du jazz. Donc, c'est notre 14e édition depuis 2012. On essaye de concocter des programmes. Des fois, on fait appel à des artistes étrangers. Mais cette fois-ci, on a voulu rester algérien. Donc, voilà. Ça sera du jazz algérien. Du jazz algérien typique. Et Dieu sait comme donc, le jazz algérien est très bien représenté. On a une belle école. On a une belle école, tout à fait, tout à fait. On avait pour coutume de recevoir les pionniers donc, du festival d'Ima Jazz à l'époque. Il y a bien longtemps, ils avaient commencé à venir sur nos plateaux et faire donc, les beaux jours du festival qui continue du côté de Constantine et qui reprend, bien sûr, avec cette belle tradition. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette soirée. Il va y avoir 3 formations. Oui, tout à fait. Vous en faites partie. Oui, oui. Donc, la soirée sera ouverte par le quartet de Faisal Ma'allem, qui est pianiste, et du saxophoniste Arski Bouzid, qu'on salue, qui sont des amis, qui sont actifs dans la scène jazz depuis des années. Ensuite, ça sera mon groupe, Ténit, en compagnie de Hassan Zmarani et de Nazim Ziad à la batterie. Ténit, c'est un projet purement créé. Enfin, on fait de la musique actuelle. Voilà. Mais vous êtes justement ouvert sur d'autres univers musicaux, d'autres sons. Oui, tout à fait. Et puis, on a arrêté de faire la quête à notre propre identité parce que de toute façon, elle est là. Donc, elle va ressortir de toutes les manières dans notre musique. L'africanité, et puis des sons aussi venus d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais avec des instruments modernes, la basse électrique, le saxophone n'est pas si moderne que ça. Mais et puis, en troisième partie de soirée, il y aura Abdelhakim Steps, dont je suis le bassiste aussi. C'est ça, qui était venu il n'y a pas très longtemps sur notre plateau. Il était venu pour nous parler de cette belle rencontre que vous aviez initiée au niveau de l'Arc également. C'est ça, c'est un très bel événement qui s'est déroulé à Dar Abdel Taif. C'est une mini-résidence, les Journées internationales de la percussion africaine. Donc on a voulu un peu ouvrir notre patrimoine vers notre africanité. On oublie un peu, mais on doit revenir à ça. Donc on a voulu pour cette année un peu ramener et on a ramené 3 pays, donc il y avait le Sénégal, la Tunisie et l'Algérie. Une mini-résidence de 4-5 jours avec un spectacle de restitution. Ça s'est super bien passé et j'espère qu'on va renouveler l'expérience l'année prochaine avec d'autres pays. Donc, exactement. Voilà, élargir un petit peu ce spectre de musique. Surtout que la musique n'a plus de frontières aujourd'hui. Des artistes venus de partout qui jouent ensemble. C'est des formations qui se rencontrent le temps, bien sûr, d'un événement. La musique ça crée des liens. La musique, c'est du partage. Donc, on doit partager.
Et le groupe Tinit vient d'en faire l'expérience. Ils viennent de participer au Dakar Music Expo avec le soutien de l'ARC. Et c'est un marché de musique au Sénégal. Il vous racontera l'expérience, c'est extraordinaire. Nous sommes en face d'un artiste qui est responsable, surtout. Alors, un artiste responsable qui dit responsable, dit très attaché à sa nature, son environnement, n'est-ce pas? Vous avez des valeurs justement à défendre dans ce sens. Vous êtes scientifique à la base. Oui, comme vous le savez. J'adore les scientifiques. Et donc, vous avez donc travaillé dans ce sens. Et même dans votre musique, vous faites en sorte de toucher toujours, de vous rapprocher des causes qui sont justes pour l'environnement, pour bien sûr les personnes également, pour les enfants. Oui, tout à fait. C'est un aspect de la musique, l'aspect responsable et la responsabilité dans le sens socio-culturel, qui est très important. Et j'ai eu la chance d'avoir des expériences à l'étranger, des expériences d'échange artistique et de résidence, où vraiment c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, c'est le centre de tous les programmes modernes d'échange. Voilà. C'est-à-dire il faut que l'art soit aussi la façon dont je le conçois, c'est que ça doit avoir un impact concret sur la société, sur les communautés à petite échelle. C'est très important. Tout à fait. Et vous travaillez dans ce sens. Alors racontez-nous un petit peu cette aussi opportunité que vous avez eue avec des enfants pour dénoncer la maltraitance aussi. Ah, c'était il y a des années, c'était avec l'association NADA. C'est ça, Réseau NADA. Oui, c'est exactement. Ça fait vous n'êtes pas si vieux que ça, ça fait va. 10 ans, hein. C'était en 2017, je crois. D'accord, ok. Mais c'est toujours des initiatives responsables, toujours dans le sens où finalement la musique accompagne aussi certaines responsabilités donc, de notre pays et de notre planète aussi. Tout à fait. C'est très très important. Et j'ai fait d'ailleurs je suis écologue de formation. Donc il y a aussi la conscience environnementale qui accompagne toute démarche. Voilà. Alors à travers par exemple peut-être vos actions environnementales, vous accompagnez ça de jazz parce qu'on dit que la musique jazz, ça accompagne aussi très bien, ça meuble aussi musicalement. Hein. C'est-à-dire des vidéos par exemple. Des films. Ah oui, bien sûr. Mais en fait, ça se marie avec. C'est une musique, c'est comme une langue qui est vivante. La musique jazz est un style de musique vivant parce qu'il ne cesse de se réinventer et d'être actuel et d'être en adéquation avec son époque. C'est ça. C'est ce qui fait que ça fait de la musique jazz une musique très vivante et une des démarches, un des objectifs de la célébration de cette journée, c'est aussi de casser des préjugés qu'on a souvent sur le jazz, c'est-à-dire musique d'ascenseur ou musique de bourgeois, alors que c'est vraiment pas le cas. La vente, que non. Il faut venir pour le voir. D'accord. Alors justement, parlez-nous un petit peu de la soirée. Il va y avoir donc 3 formations. Que va être le programme peut-être musical? Bon, je l'ai dit, il y aura 3 formations et cette année, la spécificité, c'est ça sera vraiment axé partage et transmission. D'accord. Partage dans le sens où il y a un petit collectif qui est en train de se former parce que c'est la 3e. C'est vrai que j'ai dit il n'y a pas de barrière. Vous êtes des groupes, mais vous vous connaissez, vous travaillez ensemble. Et à notre échelle, c'est la 3e édition qu'on célèbre la Journée internationale du jazz. Les 2 premières étaient autoproduites ou coproduites. Donc, il y aura on va jouer les uns avec les autres. Et cette année, il y aura des invités très très jeunes, des jeunes prodiges qui ont moins de 20 ans. On aura 2 invités qu'on a hâte de vous faire découvrir et ça sera une super expérience pour eux et pour nous. Super, très bien. Donc la soirée s'annonce en tout cas. Ça sera jeudi, le 30 avril, à Dar Abdel Taif, donc au niveau du jardin de Dar Abdel Taif. En plein air. Voilà, en plein air. Un petit espace restreint, donc, mais très convivial. Donc, les gens qui connaissent bien Dar Abdel Taif savent l'esprit. Et voilà, ça commence à 19h30, donc soyez nombreux. Ça a commencé déjà, hein? Oui, voilà, ça a commencé aussi. Oui, c'est un extrait de Ténit, ça s'appelle Orancol. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous travaillez la composition musicale? Alors, pour ce projet-là en particulier, c'est moi et Hassan qui composons ensemble. Dès qu'on s'est connus, il y a
un peu plus de 10 ans, on a tout de suite matché musicalement et humainement. Et ça facilite le travail, donc on se fait des sessions comme ça peut être des résidences, ça peut être des sessions solitaires, mais qu'on se partage, et puis voilà. Et vous avez commencé à quel âge la musique? Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. C'était d'abord les percussions avec mon oncle, Allah yarhamou, Shakib Bouzidi. Ah oui. Je ne savais même pas que je voulais faire ça de ma vie. D'accord. Ensuite, voilà, dès que j'ai eu mon brevet, je me suis acheté ma première basse. C'est bien, tôt, très tôt. Alors on va écouter un extrait. Quand on connaît l'arbre, Ah oui. on n'a pas peur du fruit. Hein, ah oui. Shakib, Allah yarhamou, c'est vrai, c'est vrai. Allah yarhamou. On va écouter un extrait donc, de votre musique. On y va. Super. Adnan Fardibi avait une très belle émission à la radio. Voilà, bravo. Hein. Merci, merci. Alors, ça sera un petit peu dans cette ambiance à Dar Abdel Latif jeudi. C'est ça, jeudi à partir de 19h30. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Les billets sont déjà en vente à Dar Abdel Latif. Très bien. Donc voilà, enjoy. Enjoy, voilà, tout à fait. Sinon, une actualité pour après cet événement? Vous avez des concerts aussi à annoncer peut-être? Alors on était, comme l'a dit Salah, on était à Dakar le mois dernier. En juin, on sera au Festival d'Aix-en-Provence. Je parle de Ténet, de mon groupe. D'accord, d'accord. Le Festival d'Aix-en-Provence, donc ça sera aussi une super... La musique vous permet donc de voyager et de rencontrer d'autres formations. Beaucoup, beaucoup. Oui. Et on est très, très, très chanceux d'avoir cette chance et de pouvoir créer des ponts finalement culturels Formidable. Entre les pays, entre les cultures. Très bien. En tout cas, les grands noms du jazz qui vous ont marqué? Oui, il y en a plein. Tous les grands noms, Coltrane, Yazid aime bien Archichep. Oui, oui. On en parle souvent. Et puis, ça nous permet aussi de revenir aussi aux origines aussi de la musique, du jazz ici en Algérie. Oui, tout à fait, tout à fait. Le jazz vient d'une longue lignée et il vient pas de... C'est pas une musique, même si peut-être de par la nature récente des techniques d'enregistrement, mais le jazz remonte à très loin. Ils s'enracinent très profondément dans l'Afrique. Comme le blues, tout à fait. Exactement. Ouais. Et ben, en tout cas, merci à vous, merci d'être venu. Un dernier mot pour chacun, allez-y. On a tout dit, je crois. Venez nombreux, c'est tout. C'est ça. Donc, moi, je dirais que voilà, l'Agence algérienne pour l'environnement culturel sera vraiment ravi de vous compter parmi nous pour célébrer cette journée. Et voilà, donc l'esprit est convivial, jouissif. Donc, venez nombreux, ça serait... C'est très bien pour nous et pour le public aussi. Et le cadre s'y prêtera parfaitement parce qu'elle est magnifique, la Villa Abdel Latif. Oui, magnifique, la Villa Abdel Latif. En tout cas, merci d'être venu. Bon courage pour tout ce que vous faites. Juste pour rajouter un truc, c'est qu'en parallèle aussi, il y a l'exposition de Salah Tabaïbia qui est à Dar Abdel Latif. Ah, je vous avais dit qu'on aimait Archichep. On va vous envoyer un extrait d'Archichep à Alger. Donc il y aura art plastique et musique. Ah d'accord, je vais vous laisser reprendre. Hein, mais en tout cas, on va voir ensemble tout de suite un extrait d'Archichep et on se retrouve, c'est ça? On y va. Voilà, c'était juste un petit extrait d'Archichep, ça vous fait plaisir, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà. Je vous donne juste la parole pour... Voilà, comme je disais, donc, en parallèle du spectacle de célébration de la Journée internationale du jazz, il y a aussi l'exposition de Salah Tabaïbia, artiste peintre, qui a débuté hier. Le vernissage était avant-hier plutôt, et ça continue. Il était venu sur ce plateau et c'était magnifique. Il nous a fait voyager à travers sa palette, donc magnifique. En tout cas, exposition de Hayek, de peinture vraiment qui paysage de la Casbah d'Alger. Il a mêlé modernité et bien sûr tradition.
Voilà, c'est en plein mois du patrimoine et ça valait le détour, ça vaut le détour. En tout cas, allez-y, c'est une très très belle exposition. Merci beaucoup à vous. On vous laisse repartir. Je sais que vous êtes attendus à la radio, donc bonne émission encore une fois. Et bien sûr, on se retrouve juste après ça avec nos prochains invités. D'accord, de retour sur notre plateau. On accueille, comme il se doit, donc nos invités. Bon, Ania n'est plus notre invitée, mais notre rubricard. Donc bonjour Ania. Bonjour. Comment ça va? Alhamdoulilah, ça va. Très bien. Toujours dans la rubrique santé et bien-être. On va parler d'une thématique aujourd'hui. Du foie. On va parler du foie. Voilà. De la stéatose hépatique ou communément appelée le foie gras. Ah, c'est ça, j'arrivais pas à le prononcer. C'est compliqué pour C'est moi. normal. Le foie gras, tout simplement. Et notre invité va nous parler des personnes âgées, parce que nous célébrons la journée nationale des personnes âgées. Avec nous, Mehdi Talaboulma, bonjour et bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc le fondateur du portail de gérontologie et vous êtes là pour nous parler justement de tout ce que vous faites au niveau donc, de ce portail, parce que vous êtes très impliqué dans cette gérontologie, on va dire, hein, pour les personnes âgées. Tout à fait. Donc le 27 avril, c'est une journée qui est célébrée depuis 2010. Voilà, ça a été inscrit dans la loi relative à la protection des personnes âgées. Nous, le portail de gérontologie, c'était un centre de ressources au début, donc, mais on a changé de concept. Aujourd'hui, on est allé vers d'autres services, puisque le centre de ressources a très bien fonctionné, et il a même trop bien fonctionné, au sens où on a été rapidement surchargé par les demandes familiales, par les différents partenaires qui voulaient avoir des échanges dans ce domaine. Oui. Donc on s'excuse aux familles auxquelles on n'a pas pu vraiment répondre. Et aujourd'hui, notre nouvelle vision, c'est... alors on fait de l'animation à domicile depuis quelques semaines. On commence à envoyer des animateurs, des psychologues pour stimuler un peu les personnes qui ne peuvent pas sortir. On est allé aussi vers du concret, donc la production d'objets. On a
a des vêtements adaptés pour personnes âgées, donc des pantalons pour que ce soit facile à mettre et aussi que ça facilite aussi à l'aidant de pouvoir aider à habiller. Et puis la production de jeux pour personnes âgées, exactement, des petites cartes. La stimulation. Alors les cartes, c'est des grands index, ça facilite la lecture. C'est pas des concepts hyper techniques, mais ça apporte quelque chose. On va aller vers des jeux à base de textile, de bois et de plastique. Pardon. De papier. Donc c'est vraiment 3 matières qu'on peut travailler. On a récupéré du matériel et on essaye donc aujourd'hui de reproduire tout ça. Ça fait longtemps que justement vous étiez soucieux de travailler dans ce domaine-là, de l'association du 3e âge, vous avez travaillé avec plusieurs associations. Absolument. Vous continuez à le faire justement pour vous rapprocher un peu plus. Tout à fait. Bon, ça fait depuis 2013. Donc voilà, l'expérience était principalement associative. Voilà, il y avait une appartenance dans 4 ou 5 associations. Selon le degré, voilà, il y avait des implications en fonction de la distance. Il y en a à Tlemcen, il y en a à Alger aussi pour la plupart. Donc il y a tout un parcours. On a essayé de faire des travaux structurants, de plaider pour, par exemple, la reconnaissance de l'activité au registre de commerce, plaider aussi pour que la formation soit reconnue. On est un peu dans les derniers moments de la formation. Comme je vous ai dit, on va être reçu, Inch'Allah, par le ministère pour pouvoir finaliser ce dossier, qu'ils puissent inclure ça dans la nomenclature ou bien le nouveau référentiel. Vous vous êtes réunis il n'y a pas très longtemps. Oui, on a discuté avec certains responsables au ministère. Ça va bientôt, Inch'Allah, opérer. Il y a la carte d'auto-entrepreneur pour les auxiliaires de vie, donc ça permet une professionnalisation donc des intervenants à domicile. Vous avez travaillé avec la formation professionnelle pour essayer donc de trouver des nouveaux métiers qui pourraient accompagner cette personne âgée. Les métiers existent, les gens travaillent, la formation dans le privé existe sur des durées de 5-10 jours, mais il faudrait une qualification ou carrément un diplôme pour qu'on puisse valoriser et pouvoir se dire que dans 3-5 ans, on peut plus ou moins structurer le domaine. D'accord. Parce que les demandes des familles sont extrêmement nombreuses. Voilà. Et puis voilà, il faut gérer un maximum. Donc nous, pour pouvoir... Aujourd'hui, c'est une société un peu prise, occupée, donc les personnes âgées aussi sont accompagnées, heureusement, chez nous, dans les familles, toujours. Absolument. Et donc, mais ils ont besoin aussi d'aide. Alors, les aidants sont indispensables. Tout à fait. L'année dernière, on avait des groupes de parole, des formations à domicile, des orientations, d'un guide pour orienter les familles vers les services. Donc aujourd'hui, ça va plus vers le digital. Donc il y a une plateforme qui est quasiment prête. On attend encore quelques semaines pour la lancer afin de préparer un événement à la hauteur. Donc ils pourront trouver des auxiliaires de vie à travers la plateforme. Donc ils seront orientés soit vers des individus, soit vers des entreprises. Il y a des espaces pour plusieurs acteurs. Donc on essaie c'est le programme, de faire un écosystème. Alors ça, c'est le programme de la Société de gériatrie. Ça se passe ce matin. Donc c'est AMDEA. C'est une journée d'études et scientifiques sur cette thématique. Donc il y a de plus en plus d'activités. On recense, on a eu l'INSP la semaine dernière jeudi. Dari Mazhor, l'accueil de jour privé, elle a jeudi, elle a un rendez-vous, donc elle accueille les femmes âgées pour une journée porte ouverte. Et puis le secteur universitaire de façon générale, Tizi Ouzou le 29 avec Dr Kacher. Et puis aujourd'hui, le ministère est réuni ce matin à Bebzoal, si je ne me trompe pas, pour célébrer cette journée. Donc voilà, il y a vraiment... Il y a le laboratoire de sociologie de la famille aussi. Oui, j'allais en parler. Justement, parmi les travaux structurants, c'est-à-dire l'un de nos objectifs, c'était de faire de la recherche. Donc on a réussi à signer ce partenariat en juillet dernier. Donc on va lancer cette commission mixte qui va gérer ce partenariat. Et du coup, faire déjà la recherche sur la recherche. Qu'en est-il? Quelles sont les priorités? Comment éviter la redondance des journées scientifiques et des journées d'études dans les universités? Parce qu'on a beaucoup on pose des problématiques trop générales et derrière, on ne solutionne pas des problèmes précis. Exactement. Il n'y a pas de problématique qu'on traite. On traite la personne âgée de façon générale, l'état de santé, l'état social, etc. Alors qu'il faudrait problématiser les choses et aller vers des problématiques précises. Et des réponses surtout, apporter des réponses, surtout aux familles qui sont en souffrance. Cette convention, elle permet de faire la recherche sur la recherche, mais aussi on va faire d'autres programmes tels que l'entrepreneuriat. Donc comment inciter les jeunes à se former, à lancer leurs entreprises. Donc il y a tout un travail sur ça. Et trouver aussi des personnes âgées qui peuvent donner encore, qui peuvent former et donc les connecter avec la jeunesse peut-être, ou la petite enfance. C'est l'objet de la plateforme. Donc on peut devenir bénévole sur la plateforme et être directement connecté aux associations qui sont partenaires et qui ont leur propre espace. Voilà. Il y a des personnes âgées encore peut-être qui sont retraitées mais encore très actifs.
qui pourrait énormément donner. Donc des personnes, enfin, la valorisation de leur expérience, elle doit faire partie de nos programmes. Ce n'est pas encore une priorité, mais toujours est-il, voilà, on essaye d'orienter de façon informelle dans ce sens. C'est vrai que la spécialisation donc en gériatrie tarde à venir peut-être, Ania. Elle n'existe pas. Les formations existent, les gens sont formés, mais en tant que spécialité telle qu'elle, à part entière. Comme les autres spécialités, elle n'a pas encore toute sa place, mais c'est très important. C'est un sujet vraiment très important car il y a de plus en plus de sujets âgés qui se retrouvent en difficulté. Oui, parce que soigner une personne âgée avec ses différentes pathologies, des maladies aussi. Déjà, il y a plus de pathologies qui touchent les personnes âgées qu'autrefois. Déjà parce que les personnes ont une espérance de vie plus longue. Et donc, c'était pas peut-être le cas, on va dire, il y a plusieurs années. Il y avait plusieurs personnes qui s'occupaient de cette personne âgée. Maintenant, on va dire qu'il y a peut-être, généralement les gens, même quand c'est des enfants qui travaillent, qu'ils ont besoin d'aide quand même pour prendre en charge ces personnes âgées et une prise en charge plus adaptée. Il y a plusieurs paramètres qui ont changé par rapport à avant, on va dire. Même le contact avec la nature. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé. L'enfermement, l'isolement, tout ça, c'est très particulier à notre époque. Et c'est pour cette raison qu'il faut tout simplement adapter les choses pour trouver des solutions. Un médecin qui pourrait être un médecin généraliste qui va toucher un petit peu à cette personne âgée qui va en tout cas devra gérer et la cardiologie et le diabète et peut-être différentes pathologies aussi, et la famille. L'aidant familial. Tout médecin qui est formé à la gériatrie doit pouvoir accompagner l'aidant familial dans sa prise en charge. Et puis, prendre aussi en compte les spécificités de la personne âgée, comme vous avez parlé. Vous parlez de l'aidant familial, point de vue psychologique? Oui, le gériatre a un rôle important. Donc, oui, le médecin généraliste, s'il fait une capacité en gériatrie ou autre, ça fait partie de ses modules de formation. Donc, en Algérie, il y a un CES qui est prévu, donc un certificat d'études spécialisées. Donc, il est validé. Il n'est pas encore sorti, puisqu'il y a eu d'autres CES avant qui attendaient aussi leur tour. Donc voilà, c'est prévu. Le professeur Benhammer fait un super travail de plaidoyer par rapport à ce dossier. Donc ça avance. Il y a même le ministère de la Santé qui a reçu une association franco-algérienne pour parler de la gériatrie. Il doit y avoir 3-4 semaines. Donc ça commence, voilà, ça bouge et puis ça se structure. Très bien. Donc vous êtes là en tout cas pour ce qui est du portail, pour l'information donc des familles, des personnes âgées et surtout pour pouvoir aider et connecter ces personnes âgées avec... Ce qu'il faut citer aussi, c'est la nouvelle plateforme du ministère, moulafaqa.dz. Alors ça a été lancé en novembre et puis ça permet déjà de connaître ses droits, de profiter de certains dispositifs. Donc nous sur notre plateforme on va orienter, mais voilà, c'est de l'existant, on peut déjà visiter le site moulafaqa.dz pour profiter de ses droits, donc pour les personnes âgées. Merci pour toutes ces informations. Une actualité par rapport à cette journée aujourd'hui? Particulièrement, donc on a cité les activités de nos partenaires. Nous, personnellement, notre priorité, c'est de mettre en place cette équipe de recherche pour pouvoir créer des nouvelles connaissances et des nouvelles orientations. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Talaboulma, pour toutes ces informations et surtout, bonne chance et bon courage pour la continuité de cette plateforme. Merci à Canal de nous accompagner depuis pas mal d'années, donc merci à vous. C'est gentil. On va rester dans le domaine de la santé, cette fois-ci avec notre amie Ania qui va nous parler donc de santé tout de suite. Santé et bien-être avec Ania tout de suite. On va donner des conseils tout à l'heure, mais là, pour l'instant, tu vas nous parler donc du foie et surtout des aliments qu'il faut éviter pour avoir un gros foie. On va parler, oui, du foie qui stocke les graisses au lieu de les redistribuer de la bonne façon. Déjà, pour savoir ce qu'on doit, quelle pathologie, par exemple pour telle ou telle pathologie qu'on doit prévenir, comme aujourd'hui pour la stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie gras, voilà, communément parlé. Et on doit d'abord savoir comment ça se passe à l'état normal, c'est-à-dire avoir une toute petite notion vulgarisée de physiologie. C'est-à-dire qu'en temps normal, le foie n'est pas censé stocker la graisse. Il est censé recevoir le fructose, les sucres et les transformer en graisse, mais les redistribuer aux muscles. Il est censé ne pas être ce n'est pas sa fonction principale de stocker le gras. Et lorsque on a une stéatose hépatique, qui est d'ailleurs très souvent silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes
quand on arrive à un certain degré, on peut avoir de la fatigue, de la lourdeur, mais on n'a pas de symptômes. Généralement, c'est une échographie de routine qui est faite et qu'on découvre qu'il y a une stéatose hépatique, qu'il y a du gras dans le foie. C'est-à-dire que les cellules, les hépatocytes, les cellules du foie, sont chargées de graisse. Oh là là, Pour ça fait peur. simplifier. Alors, contrairement à la crise de foie, toute banale. Oui. Voilà, là, il y a des symptômes. Voilà, mais par on contre, ressent. Exactement, mais par contre, ce qui est plutôt positif, c'est que ça reste réversible. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas arrivé à une certaine étape, c'est quelque chose de réversible. On peut revenir en arrière. D'accord. On peut trouver une solution justement avec et surtout avec l'hygiène de vie. Car si ça évolue, ça peut aller vers une fibrose, ensuite une cirrhose, et ça peut se compliquer encore plus, mais c'est vraiment au cours des années, au long cours. Et l'une des raisons de cette stéatose hépatique, évidemment, l'alcoolisme. Mais ce n'est pas la raison la plus fréquente. La raison la plus fréquente reste l'alimentation, notre alimentation. Et il y a souvent une idée reçue sur le fait que c'est le fait de consommer trop de graisse qui donne la stéatose hépatique. Or non, oui, quand on consomme du gras, quand on consomme trop enfin les personnes qui consomment trop d'alcool, les personnes qui mangent aussi trop de sucre, de sucre transformé, de fructose. Mais attention, parce que j'ai beaucoup eu cette remarque comme quoi, alors manger des fruits, est-ce que ça va donner, vu qu'il y a du fructose et le fructose qui va être transformé en graisse par la lipogénèse au niveau du foie, est-ce que donc on va éviter les fruits? Eh bien non, on parle de jus de fruits qui sont dénués de fibres, c'est-à-dire qu'il y a le fructose, il y a le sucre, mais il n'y a pas les fibres qui vont accompagner ce fruit entier. Il y a le fructose qu'on retrouve dans les sodas, dans les jus industriels. Là, oui, il y a énormément de fructose et évidemment que ça va engendrer au long cours ce problème de stéatose hépatique. Mais ce n'est pas en consommant un fruit entier, car il y a les fibres qui vont faire que l'absorption va se faire de façon plus progressive, c'est plus dilué et surtout il n'y a pas d'excès. On ne parle pas d'une personne qui a une stéatose hépatique et qui va manger des fruits trop sucrés comme des dattes et en excès. Évidemment que là on ne va pas lui conseiller ça. Mais pour une personne lambda qui n'a pour le moment pas de pathologie, consommer des fruits n'est absolument pas une cause de stéatose hépatique. C'est vraiment les sucres qu'on retrouve dans tout ce qui est industrie alimentaire, tout ce qui est ultra transformé, tout ce qui est aussi graisse trans, tout ce qui est friture, etc. Mais par des mécanismes, encore une fois, différents. L'alcool, par exemple, il empêche le foie de brûler ces graisses-là. Les graisses transformées vont surcharger le foie qui est déjà ralenti. Le fructose industriel, là, va se transformer en lipide et oxydé, va donner une inflammation au final qui va donner une fibrose au foie. Donc chacun de ces éléments va arriver à une stéatose hépatique d'une façon différente, d'un mécanisme, d'une physiopathologie différente. Voilà. Alors, mais il y a des symptômes, est-ce qu'on peut se rendre compte, parce que tu disais tout à l'heure que c'est vraiment sournois quand même. C'est silencieux, oui. C'est assez silencieux, il n'y a pas vraiment de symptômes. Généralement, il y a des facteurs de risque qui peuvent accompagner. Lorsqu'on a certains problèmes de santé, qu'on va être orienté vers une échographie, on va trouver la stéatose de façon fortuite, on va dire. Et par contre, il y a des facteurs de risque, par exemple une personne qui a déjà de la graisse périabdominale, la résistance à l'insuline notamment. Lorsqu'une personne fait de la résistance à l'insuline, elle va avoir tendance aussi à faire de la stéatose hépatique. C'est une forme de réaction du corps à cette résistance à l'insuline. Donc il y a plutôt des facteurs de risque qui vont nous orienter vers une échographie et qui va finalement nous faire apparaître... Ça, c'est l'hygiène de vie qu'il ne faut surtout pas suivre. Ça, c'est très occasionnel. On va dire que vous pouvez en prendre, mais occasionnellement, ça ne doit absolument pas faire partie d'une alimentation quotidienne. Ça a été beaucoup trop normalisé de s'alimenter de cette façon quotidiennement. C'est pire encore pour les enfants, ça commence très tôt. Et c'est justement à l'âge adulte qu'on voit les dégâts et chez les personnes âgées qui ont justement eu ce mode de vie trop, on va dire, avec une alimentation trop
Trop riche en gras, oui. Trop riche en mauvaise graisse. Oui. Parce que le bon gras n'est absolument pas un problème. Par exemple, les olives, les noix sont riches en gras. L'huile d'olive, c'est du gras, mais c'est des bonnes graisses. Ce ne sont pas des graisses transformées. C'est des graisses qui vont être quand même utiles à notre corps, à notre cerveau, aux membranes cellulaires, à l'énergie, à tout ça. On a besoin de bonnes graisses pour que notre corps fonctionne correctement, pour que nos cellules, notamment les cellules nerveuses, ont besoin de bons gras pour fonctionner correctement. Et donc, ce n'est absolument pas à diaboliser, c'est surtout le sucre qui vient de tout ce qui est ultra transformé, qui va causer cette surcharge en graisse, qui va donner une inflammation au long cours, car tout ce qui va empêcher cette dégradation, cette redistribution des graisses va donner une oxydation et donc une inflammation. Et c'est ça qui va aller vers la fibrose. C'est vrai. Et très souvent, on pensait que les œufs aussi étaient incriminés, que c'était pas très bon pour la santé, qu'il y avait de mauvais cholestérol, etc. Or non, il paraît que c'est bon les œufs. Les œufs, c'est bon. Voilà. C'est de bonnes protéines. Exactement, c'est des protéines, c'est des bonnes graisses. Après, vous savez, c'est au cas par cas, on parle aussi d'excès. Lorsqu'il y a un excès, chaque aliment, même quand c'est un aliment qui est censé être bon pour notre santé, lorsque on est dans l'excès, on peut voir, on va dire, les effets secondaires de cet aliment. Vous savez, tout ce qui est pharmaceutique s'inspire de la nature, des plantes, des aliments aussi, de toutes ces molécules chimiques qui ont été extraites. Même si elles ont été transformées, c'est différent. Mais ça a été inspiré de ça. Et les médicaments, certains médicaments ont un effet évidemment positif sur notre santé, mais ils ont aussi des effets secondaires si on en prend trop. C'est pareil pour les aliments, mais de façon un peu plus douce. On vient de voir la photo du gingembre. Le gingembre, c'est bon aussi, mais pas en excès non plus. Pourquoi j'ai mis le gingembre? Car c'est un antioxydant. Il a un effet antioxydant et anti-inflammatoire. Et justement, lorsqu'on essaie d'améliorer, de faire que cette stéatose hépatique, on va dire, revienne en arrière, que ce ne soit pas, que ça n'évolue pas, on va aller vers tout ce qui est alimentation non transformée. On va réduire les sucres, réduire les graisses, mais on va aussi apporter des antioxydants. C'est-à-dire apporter tout ce qui est, par exemple, infusion riche en gingembre, tout ce qui est aliment qui va avoir un effet détox, mais pas pour détoxifier le foie, pour aider le foie, encore une fois, à se détoxifier. On va donner les nutriments, les outils à notre corps pour que notre corps fasse le travail tout seul. Il n'a pas besoin d'un aliment pour se détoxifier, mais il a besoin de ces nutriments pour se Le jeûne est un excellent... Voilà, j'y arrivais. Le jeûne, notamment le jeûne intermittent, mais même le jeûne classique, le jeûne sec. Excellent détoxifiant. Exactement, permet de reposer déjà le foie, reposer le tube digestif pour lui permettre de... Ça, c'est négatif. Là, on parle, ça dépend des quantités de sucre qui sont dedans. Le chocolat a aussi un effet antioxydant. Ah, quand même, qui est ça bon. va. Mais Le chocolat, c'est un le chocolat 70%, pas la crème chantilly qui est tout autour. Et, ça dépend vraiment de la recette et c'est pour ça que le cuisiner maison est toujours plus conseillé car on a un contrôle sur la quantité, sur les ingrédients, sur la qualité des ingrédients. Et c'est pour ça que ça reste toujours un plaisir qui est permis, mais qui est beaucoup mieux pour la santé que tout ce qui est, on va dire, transformé. Alors, si on devait parler de la personne âgée, justement, elle a donc un régime absolument à suivre pour essayer donc d'avoir, parce qu'ils ont une digestion beaucoup plus lente par rapport aux adultes, enfin aux plus jeunes, tout est plus compliqué. Donc, l'appareil digestif est plus peut-être feignant aussi. Il y a évidemment une adaptation à faire de l'alimentation pour le sujet âgé, c'est évident. On va d'ailleurs faire un sujet plus complet sur ça, mais c'est la journée, donc on va quand même parler de ça. Oui. C'est très important car oui, il faudrait fragmenter l'alimentation. Il ne faut pas que ce soit des quantités trop importantes, mais il faut aussi adapter au cas par cas. Car comme vous le dites, c'est des pathologies, c'est des patients qui ont souvent, pas toujours, mais souvent des pathologies associées. Donc évidemment qu'il faut adapter le régime à telle ou telle pathologie. Il y a aussi des choses qui reviennent souvent chez les personnes âgées, surtout très âgées. C'est l'hydratation.
aussi. Donc c'est des personnes qui ont tendance à oublier de s'hydrater et on oublie souvent car les gens s'hydratent lorsqu'ils ressentent de la soif. C'est aussi valable pour les jeunes, mais c'est d'autant plus important pour les personnes âgées de se rappeler de cette hydratation qui ne doit pas être forcée, qui doit être faite par des infusions, on doit essayer de rendre ça plus agréable pour que ça passe, on va dire. Exactement. Voilà, car, il faudrait que les personnes qui les accompagnent puissent aussi s'en rappeler et de les hydrater. Quasiment physiologiquement, ils perdent de la sensation de soif. Donc voilà. voilà, il faut traiter vraiment ça et puis essayer d'aller vers... Pour les personnes âgées, très âgées, on peut parler aussi de textures modifiées. Donc en utilisant des liants, des choses pour épaissir un peu les recettes, et ça, il faudrait que ça soit un peu démocratisé. Donc comment voilà, prendre des repas traditionnels et leur changer de forme, de texture pour qu'ils aient le même goût, mais à la fois qu'ils puissent être faciles à avaler, puisque aussi on retrouve certains problèmes de... C'est vrai, de déglutition quelquefois. Voilà. Il y en a qui n'ont pas de dents, il faut le dire, aussi, et c'est très difficile pour la donc texture modifiée, épaissie, mixée, hachée, donc ça c'est des choses... et puis utiliser des liants, ça s'appelle liant, donc voilà, c'est des produits qui existent, il faut... travailler sur ça. Il faut travailler sur ça. Voilà, et ça reste tout aussi important que pour une personne, c'est-à-dire ça reste le même principe mais adapté. Oui. C'est toujours cette assiette santé, c'est toujours cette assiette variée, diversifiée, moins de sel, exactement moins de beaucoup de fibres parce qu'ils ont des problèmes aussi de constipation. Donc là encore une fois pour les personnes qui sont aussi grabataires, donc c'est très difficile. Exactement, des fibres, des protéines aussi pour la masse musculaire qui a tendance à... On a aussi tendance à avoir une perte de cette masse musculaire avec le temps. Donc oui, des protéines, des fibres, des sucres, des glucides complexes, pas des sucres rapides évidemment. Ouais. Une bonne hydratation, jouer aussi sur tout ce qui est gustatif, que ce soit c'est très important, vous savez, pour l'appétit. Mais il y a aussi tout un volet sur l'olfaction par rapport au sujet âgé, tout ce qui est olfactif. Pour sentir les bonnes odeurs. Tout ce qui est goût, tout ce qui est d'ailleurs dans certains centres, il y a des recherches qui se font sur le lien entre la mémoire et l'olfaction, sur les personnes qui ont Alzheimer notamment, et le rôle de l'olfaction, de l'aromathérapie sur la stimulation des souvenirs, sur la stimulation de la mémoire. On a tous eu un jour un parfum qui nous a rappelé un souvenir beaucoup plus qu'une simple photo, limite, ou qu'une vidéo. C'est-à-dire que l'olfaction est vraiment directement liée à la mémoire et donc la stimuler aussi par des goûts et des saveurs qui sont présentes. Alors on a toujours tendance à préconiser des bouillons, des soupes pour le soir, pour les personnes âgées. Là encore une fois, c'est des idées reçues ou c'est vrai ? Vous savez, ça dépend de la personne. Ça dépend de l'âge aussi. On dit personne âgée, après ça dépend. Vous voyez, il y a des personnes âgées, il y a des personnes très âgées, il y a des personnes qui n'arrivent pas à mastiquer, qui ont telle ou telle pathologie. Donc encore une fois, moi je dirais que les soupes, c'est bon même pour les jeunes. C'est-à-dire que le soir, j'insiste, le soir, c'est bien de manger léger de toute façon. Que ce soit que vous soyez jeune ou âgé, ça ne change rien. Manger léger le soir, c'est OK. Seulement, ce n'est pas forcément des soupes à chaque fois, évidemment, qu'on peut varier, qu'on peut avoir des aliments justement plus consistants et changer les textures, avoir des textures variées pour que ça reste quand même agréable, car sans plaisir, il n'y a pas de motivation pain pour manger sainement. Oui. Le pain sans sel ? Oui, sans sel, mais ça, on le dit même pour les personnes hypertendues. Si votre pain, réduire le pain déjà, réduire au maximum. Alors faire des pains diététiques. Exactement, le pain, aller vers le pain complet, de préférence sans sel, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas consommer du pain complet ou sans sel, donc il peut être juste, on peut réduire le sel dans son assiette, on appelle ça demi-sel, voilà, car le sel contient quand même de l'iode et c'est important bon pour la santé, pour la thyroïde notamment, pour la prévention des pathologies de la thyroïde, donc ça reste utile quand même les cardiologues le disent, il faut juste réduire la teneur en sel et non pas l'abolir totalement. Sinon, encore une fois, les sucreries pour les personnes âgées ? Tout ce qui est sucre, de toute façon, avec modération. On va pas, vous savez, à un certain âge, les personnes âgées le disent eux-mêmes. Vous n'allez pas me priver, à mon âge, de telle ou telle gourmandise. Mais évidemment que on ne va pas surcharger l'alimentation en sucre rapide. La raison est simple et scientifique. C'est un aliment pro-inflammatoire et tout ce qui augmente l'inflammation dans le corps
augmente la douleur qui est déjà présente souvent chez ces personnes-là, que ce soit au niveau articulaire, que ce soit des syndromes fibromyalgiques, des douleurs musculaires. Et le sucre est un aliment, le sucre transformé, le sucre blanc raffiné, j'insiste, ce n'est pas n'importe quel sucre, est un aliment qui est pro-inflammatoire. Donc si je devais résumer pour l'alimentation du sujet âgé, je dirais aller vers une alimentation anti-inflammatoire. Voilà. Le gingembre était un des aliments exemples d'une alimentation anti-inflammatoire qui a un effet sur l'inflammation générale, l'état inflammatoire général du corps et qui réduit cet état et améliore nettement la santé, le bien-être. Voilà. Merci beaucoup Ania, on est arrivé à la fin, c'est juste. Merci beaucoup, on se dit à très bientôt Ania. Bon courage et bonne journée et puis merci encore une fois à vous. Vous êtes à la Boulma, vous avez pu suivre encore une fois que notre médecin ici nous a donné de très bons conseils pour les personnes âgées. Alors on est arrivé à la fin, merci à vous tous de nous avoir suivis, excellente journée à vous et puis on n'oublie pas, juste après le bonjour il y a l'instant matin avec Marie Moussaïd. Quant à moi je vous dis à très bientôt, bonne journée, au revoir et merci à toute l'équipe de la Régie 7, au revoir. يا أبي الحنين يا بابا الحنين يا بابا الحنين يا من نذكركم القرآن يا الوالدين جهل عدنان بطاعتكم يزولوا المحان سمحونا يا الحنان يا الحنان